Nous avons vu que la paroisse a été créée en 1074 avec l'arrivée d'un prêtre dont la désignation à la cure est toujours revenue au grand doyen de l'évêché. Le curé recevra et collectera toutes les dîmes. Le seigneur de la baronnie était donc l'évêché avant la fondation de l'abbaye d'Aunay. Mais la paroisse relevait juridiquement du roi. Parmi les curés, le premier connu en 1235 se nommait Hugo de Ferraria, fils de Roger de Thaler, si ça vous intéresse. Voilà. Son nom est associé à une donation de terre pour l'abbaye d'Aunay. Nous avons quelques noms de curés à partir de 1588. De plus, pas tous titulaires. En 1727, pour la venue de l'abbé Guillaume Passard, la paroisse décide de reconstruire le presbytère, qui est derrière moi. La date gravée sur le linteau de la porte d'entrée peut en témoigner. Alors, j'ai une photo. Curieusement, dans cette commune, l'activité religieuse est omniprésente dans ce XVIIIe siècle. Faut-il y voir un apport de population pour la construction et l'exploitation du château? Point d'interrogation. Le curé suivant, malgré un procès contre l'officialité en 1734, sera inhumé dans l'église en 1755. En 1770 sera inhumé le garde des plaisirs de Monseigneur le Prince de Monaco, suivi 5 ans plus tard de Maître Pierre Panel, le seigneur de la vigne, dont nous allons donc reparler au château. À la veille de la Révolution, Jacques Pellier devient curé et prêtera serment. Celui-ci sera déclaré nul et contradictoire entre les écrits de l'évêché et de la municipalité. D'un côté, il jure d'accepter tout ce qui pourrait être contre la doctrine de l'Église apostolique et romaine. De l'autre, il ne ferait rien contre la religion. En 1792, il sera donc déclaré ancien curé, mais exercera toujours. Finalement, il sera déporté, comme de nombreux autres. Alors, la destination souvent des abbés au niveau religieux, c'était souvent Jersey. Et ces biens seront mis en vente. En 1844, décédera le dernier curé titulaire de la cure, Louis Brouard, laissant la place à des desservants venant d'autres paroisses. Depuis 1803, des rapprochements s'opéreront entre la Ferrière-du-Val et Danvous. Sur décision préfectorale, les fabriques des deux églises, alors les fabriques c'est les comptes paroissiaux, ça s'appellerait maintenant le conseil paroissial. Donc les deux fabriques se réuniront à Danvous pour élire un bureau commun. La Ferrière-du-Val déclinera ce rendez-vous, mais la partie la plus importante sera la réunion des deux succursales église et presbytère à Danvous. Tout comme à Danvous, la Ferrière-du-Val a eu une partie de ses archives brûlées lors d'un bombardement en 1944. De ce fait, à la Ferrière, les délibérations municipales ne commencent qu'en 1855. Donc nous ne savons donc pas le pourquoi du revirement. Mais en 1818, une ordonnance royale réunira les deux succursales, réunion cassée en 1824 avec l'arrivée de Charles X au pouvoir. En 1851, l'église et le presbytère étaient dans un état de vétusté déplorable, si bien qu'une double imposition spéciale sera décrétée. Les travaux seront clos au début 1868. Nous arrivons donc à la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1906. Je vais vous résumer très succinctement les 8 pages de l'inventaire. Il faut mieux, hein. Donc un maître-autel en bois peint, 2 hôtels annexes, dont un de Sainte-Anne, la patronne du lieu. Nota en 1925-1926, la fête patronale s'appelait Saint-Sauveur. Il y avait une statue de Saint-Roch, 6 stalles en bois et 2 petites cloches. Avec cette loi, il y aura obligation de louer le presbytère. Nous avons vu donc qu'il n'y avait aucun curé depuis 1844. De ce fait, il sera loué à des particuliers, mais seulement sur la moitié droite, puisqu'une mairie sera installée partie est, avec une entrée commune. En cette même année 1912, les biens de la fabrique seront reversés au bureau de bienfaisance, y compris la rente annuelle de 200 francs d'Emmanuel de Grouchy, destinée aux pauvres de la commune. Les rentes des fondations de la fabrique s'élevaient, elles, à 122 francs. En 1929, le presbytère mairie était toujours couvert de chaume. La guerre fera quelques dégâts, mais les travaux des dommages de guerre pour l'église ne seront pas prioritaires, contrairement à la mairie. Finalement, l'église sera désacralisée dans les années 70, puis vendue. Alors, je n'ai pas les dates, j'ai écrit à l'évêché il y a quelques semaines, il ne m'a pas répondu.
sans doute des vacances, voilà. Bon. Il est à noter que pendant la période entre la vente et la vente effective, les 3/4 des tomates à l'intérieur de l'église auront été volées. Par des connaisseurs sans doute. Le presbytère subira la même logique, il sera vendu en 1982. Nous avons néanmoins un inventaire de 1958 très détaillé. Rien ne remonte avant le XVIe siècle, l'essentiel étant du XVIIIe, dont un ciboire gravé d'inscription donné par Jean Gire en 1727, confirmant la reprise du culte dans cette paroisse et à cette période. Du point de vue architectural de l'église, c'est du XVIe, XVIIe, voilà. Parmi les rapprochements avec Dambourg, nous devons citer aussi celui d'un garde champêtre commun dès 1806, mais surtout celui d'une école commune à Dambourg depuis 1833. Auparavant, nous retrouvons un maître d'école à La Ferrière, Thomas Gilles, en 1788. Bon, parmi les autres sujets, sur la commune, à La Ferrière du Val, elle contenait voilà, 549 hectares, dont les 2/3 couverts de bois. 2 siècles auparavant, 160 habitants y résidaient, très rapidement descendant à une petite cinquantaine, ce qui déterminera la fusion avec Dambourg, demandée par le préfet dès 1943, refusée par le conseil municipal. Idem début 72, refusé par le conseil municipal de La Ferrière. Puis l'accord pour fusion au 1er janvier 73. Seuls les membres du conseil municipal avaient voté. Nous avons donc vu pas d'école, ni de commerce d'ailleurs, seulement quelques boulangeries privées. Même pas un café en 1913, on va dire. Sur tout l'arrondissement de Vire, sur plus de 70 communes, il y avait 7 communes qui n'avaient pas de café, dont La Ferrière. Notre commune, elle s'appelle Le Désert, bon, c'est un peu normal vu le nom. Et l'autre, j'ai voulu la faire, elle s'appelle Sainte-Marie-Outrelot. Alors, Outrelot, je ne sais pas ce qu'il faisait. Alors, dernier point, l'électricité. Contrairement aux autres communes de la région, elle arrivera tardivement, en 1939 seulement, avec la pose d'un transfo. C'est au bout du chemin, au bout de la route là. Quant aux abonnés du réseau téléphonique, nous n'en trouvons qu'un seul de 1955 à 1972. C'est pour dire que voilà, ils ont peut-être bien fait de se réunir. Et il n'y avait pas de mairie donc?